1801. Je viens de rentrer après une visite à mon propriétaire, l'unique voisin dont j'ai à m'inquiéter. En vérité, ce pays-ci est merveilleux. Je ne crois pas que j'eusse pu trouver, dans toute l'Angleterre, un endroit plus complètement à l'écart de l'agitation mondaine. Un vrai paradis pour un misanthrope. Et Mr. Heathcliff et moi sommes si bien faits pour nous partager ce désert. Quel homme admirable. Il ne se doutait guère de la sympathie que j'ai ressentie pour lui quand j'ai vu ses yeux noirs s'enfoncer avec tant de suspicion dans leurs orbites au moment où j'arrêtais mon cheval, et ses doigts plongés, avec une farouche résolution, encore plus profondément dans son gilet, comme je déclinais mon nom. « Mr. Heathcliff » ai-je dit. Un signe de tête a été sa réponse. « Mr. Lockwood, votre nouveau locataire, monsieur. Je me suis donné l'honneur de vous rendre visite aussitôt que possible après mon arrivée pour vous exprimer l'espoir de ne pas vous avoir gêné par mon insistance à vouloir occuper Thrushcross Grange. J'ai entendu dire hier que vous aviez quelque idée. » « Thrushcross Grange m'appartient, monsieur. » a-t-il interrompu, en réjambant. Je ne me laisse gêner par personne. Quand j'ai le moyen de m'y opposer, entrez. Cette entrée était prononcée les dents serrées et exprimait le sentiment « aller au diable ». La barrière même sur laquelle il s'appuyait ne décelait aucun mouvement qui s'accordât avec les paroles. Je crois que cette circonstance m'a déterminé à accepter l'invitation. Je m'intéressais à un homme dont la réserve semblait encore plus exagérée que la mienne. Quand il a vu le poitrail de mon cheval pousser tranquillement la barrière, il a sorti la main de sa poche pour enlever la chaîne et m'a précédé de mauvaise grâce sur la chaussée. Comme nous entrions dans la cour, il a crié « Joseph, prenez le cheval de Mr. Lockwood et montez du vin. » Voilà toute l'agent domestique, je suppose. Telle était la réflexion que me suggérait cet ordre composite. Il n'est pas surprenant que l'herbe croisse entre les dalles, et les bestiaux sont sans doute seuls à tailler les haies. Joseph est un homme d'un certain âge, ou, pour mieux dire, âgé. Très âgé, peut être, bien que robuste et vigoureux. Le Seigneur nous assiste. Marmottait-il en aparté d'un ton de mécontentement bourru, pendant qu'il me débarrassait de mon cheval. Il me dévisageait en même temps d'un air si rébarbatif que j'ai charitablement conjecturé qu'il devait avoir besoin de l'assistance divine pour digérer son dîner et que sa pieuse exclamation ne se rapportait pas à mon arrivée inopinée. Wuthering Heights, le sceau de Hurlevent, tel est le nom de l'habitation de Mr. Heathcliff. Wuthering est un provincialisme qui rend d'une façon expressive le tumulte de l'atmosphère auquel sa situation expose cette demeure en temps d'ouragan. Certes, on doit avoir là, un air pur et salubre en toute saison. La force avec laquelle le vent du nord souffle par-dessus la crête se devine à l'inclinaison excessive de quelques sapins rabougris plantés à l'extrémité de la maison, et à une rangée de maigres épines qui toutes étendent leurs rameaux du même côté, comme si elles imploraient l'aumône du soleil. Heureusement, l'architecte a eu la précaution de bâtir solidement. Les fenêtres étroites sont profondément enfoncées dans le mur et les angles protégés par de grandes pierres en saillie. Avant de franchir le seuil, je me suis arrêté pour admirer une quantité de sculptures grotesques prodiguées sur la façade, spécialement autour de la porte principale. Au-dessus de celle-ci et au milieu d'une nuée de griffons délabrés et de bambins éhontés, j'ai découvert la date 1500 et le nom Areton Earnshaw. J'aurais bien fait quelques commentaires et demandé au revêche propriétaire une histoire succincte du domaine, mais son attitude à la porte semblait exiger de moi une entrée rapide ou un départ définitif, et je ne voulais pas aggraver son impatience avant d'avoir inspecté l'intérieur. Une marche nous a conduits dans la salle de famille, sans aucun couloir ou corridor d'entrée. Cette salle est ce qu'on appelle ici la maison par excellence. Elle sert en général à la fois de cuisine et de pièce de réception. Mais je crois qu'à Hurlevent, la cuisine a dû battre en retraite dans une autre partie du bâtiment, car j'ai perçu au loin, dans l'intérieur, un babil de langues et un cliquetis d'ustensiles culinaires. Puis je n'ai remarqué, près de la spacieuse cheminée, aucun instrument pour faire rôtir ou bouillir, ni pour faire cuire le pain, non plus qu'aucun reflet de casserole de cuivre ou de passoire de fer blanc le long des murs. À une extrémité, il est vrai, la lumière et la chaleur réverbéraient magnifiquement sur des rangées d'immenses plats d'étain entremêlés de cruches et de pots d'argent, s'élevant les uns au-dessus des autres sur un grand buffet de chêne, jusqu'au plafond. Ce dernier est apparent. Son anatomie entière s'offre à un œil inquisiteur,
sauf à un endroit où elle est masquée par un cadre de bois chargé de gâteaux d'avoine et d'une grappe de cuisseaux de bœuf, de gigots et de jambon. Au-dessus de la cheminée sont accrochés quelques mauvais vieux fusils et une paire de pistolets d'arçon. En guise d'ornement, 3 boîtes à thé décorées de couleurs voyantes sont disposées sur le rebord. Le sol est de pierre blanche polie. Les chaises, à haut dossier, de formes anciennes, peintes en vert. Une ou deux, plus massives et noires, se devinaient dans l'ombre. À l'abri d'une voûte que forme le buffet, reposait une grosse chienne jaunâtre de l'espèce pointée, entourée d'une nichée de petits qui piaillaient. D'autres chiens occupaient d'autres recoins. L'appartement et l'ameublement n'auraient rien eu d'extraordinaire s'ils eussent appartenu à un brave fermier du Nord, à l'air têtu, aux membres vigoureux mis en valeur par une culotte et des guêtres. Vous rencontrerez ce personnage, assis dans son fauteuil, un pot d'almousseuse devant lui sur une table ronde, au cours d'une tournée quelconque de 5 ou 6 milles dans cette région montagneuse, pourvu que vous la fassiez à l'heure convenable après le dîner. Mais Mr. Heathcliff présente un singulier contraste avec sa demeure et son genre de vie. Il a le physique d'un bohémien au teint basané, le vêtement et les manières d'un gentleman, tout autant du moins que la plupart des propriétaires campagnards. Un peu négligé dans sa mise, être, mais cette négligence ne lui messied pas, parce qu'il se tient droit et que sa tournure est élégante, l'aspect plutôt morose. D'aucuns pourraient le suspecter d'un certain orgueil de mauvais ton. Une voix intérieure me dit qu'il n'y a chez lui rien de semblable. Je sais, par instinct, que sa réserve provient d'une aversion pour les étalages de sentiments, pour les manifestations d'amabilité réciproque. Il aimera comme il haïra, sans en rien laisser paraître. Il regardera comme une sorte d'impertinence l'amour ou la haine qu'il recevra en retour. Non, je vais trop vite. Je lui prête trop libéralement mes propres attributs. Mr. Heathcliff peut avoir, pour retenir sa main quand il rencontre quelqu'un qui ne demande qu'à lui tendre la sienne, des raisons entièrement différentes de celles qui me déterminent. Espérons que ma constitution m'est presque spéciale. Ma chère mère avait l'habitude de dire que je n'aurais jamais un foyer confortable. Et, pas plus tard que l'été dernier, j'ai montré que j'étais parfaitement indigne d'en avoir un. Je jouissais d'un mois de beau temps au bord de la mer, quand je fis connaissance de la plus fascinante des créatures, une vraie déesse à mes yeux, tant qu'elle ne parut pas me remarquer. Je ne lui dis jamais mon amour en paroles. Pourtant, si les regards ont un langage, la plus simple d'esprit aurait pu deviner que j'étais amoureux fou. Elle me comprit enfin, et à son tour me lança un regard, le plus doux de tous les regards imaginables. Que fis-je alors? Je l'avoue à ma honte, je me repliai glacialement sur moi-même, comme un colimaçon. À chaque regard, je me refroidissais et rentrais un peu plus avant dans ma coquille, si bien qu'à la fin la pauvre innocente se mit à douter de ses propres sens et, accablée de confusion à la pensée de son erreur supposée, persuada sa maman de décamper. Cette curieuse tournure d'esprit m'a valu une réputation de cruauté intentionnelle, qui est bien injustifiée, mais moi seul en puis juger. J'ai pris un siège au coin du feu opposé à celui vers lequel mon propriétaire se dirigeait, et j'ai occupé un moment de silence à essayer de caresser la chienne, qui avait quitté ses petits et rôdait comme une louve autour de mes mollets, la lèvre retroussée, ses dents blanches humides prêtes à mordre. Ma caresse a provoqué un long grognement guttural. Je vous conseille de laisser la chienne tranquille. A grogné Mr. Heathcliff à l'unisson, en arrêtant d'un coup de pied des démonstrations plus dangereuses. Elle n'est pas habituée à être gâtée. Elle n'a pas été élevée pour l'agrément. Puis, se dirigeant vers une porte latérale, il a appelé de nouveau. Joseph! Joseph a grommelé indistinctement dans les profondeurs de la cave, mais sans donner aucun signe de réapparition, de sorte que son maître a plongé pour l'aller chercher, me laissant vie de la scélérate de chienne et d'une paire d'affreux chiens de berger à poils longs qui exerçaient avec elle une surveillance jalouse sur tous mes mouvements. Peu désireux de prendre contact avec leurs crocs, je suis resté assis sans bouger, mais pensant qu'ils ne comprendraient sans doute pas des insultes tacites, je me suis malheureusement permis de cligner de l'œil et de faire des grimaces au trio. Et l'une de mes expressions de physionomie a tellement irrité madame qu'elle est entrée soudain en furie et a sauté sur mes genoux. Je l'ai repoussée et me suis hâté d'interposer la table entre nous deux. Cette manœuvre a mis en émoi toute la meute.
Une demi-douzaine de démons à quatre pattes, de taille et d'âge variés, sont sortis de leurs repères cachés et se sont rassemblés. J'ai senti que mes talons et les basques de mon habit étaient les buts particuliers de l'assaut, et, tenant de mon mieux les plus forts des combattants en respect avec le tisonnier, je me suis vu contraint de demander tout haut l'assistance de quelqu'un de la maison pour rétablir la paix. Mr. Heathcliff et son domestique ont gravi les marches de la cave avec un flegme mortifiant. Je ne crois pas qu'ils aient mis une seconde de moins qu'à l'accoutumée. Bien qu'autour de la cheminée, une tempête d'aboiements et de glapissements fit rage. Par bonheur, un habitant de la cuisine a montré plus de hâte. Une forte gaillarde, la robe retroussée, les bras nus, les joues rougies par le feu, s'est précipitée au milieu de nous en brandissant une poêle à frire. Elle a manié cette arme, ainsi que sa langue, avec tant propos que la tourmente s'est apaisée comme par enchantement, et qu'elle demeurait seule, haletante comme la mer après un ouragan, quand son maître est entré sur la scène. Que diable se passe-t-il? A-t-il demandé, en me regardant d'un air que j'ai eu quelque peine à supporter après ce traitement inhospitalier. Que diable, en effet. Aïe, grand mêlé. Le troupeau de pourceaux possédés du démon ne pouvait avoir en lui de pires esprits que n'en recèlent vos animaux que voilà, monsieur. Autant vaudrait laisser un étranger avec une portée de tigre. Il n'inquiète pas les gens qui ne touchent à rien. A-t-il remarqué? En posant la bouteille devant moi et remettant la table en place. Les chiens font bien d'être vigilants. Un verre de vin? Non, merci. Pas été mordu? Si je l'eusse été, j'aurais laissé mon empreinte sur le mordeur. Un sourire grimaçant a détendu les traits de Heathcliff. Allons, vous êtes troublé, Mr. Lockwood. Voyons, prenez un peu de vin. Les hôtes sont tellement rares dans cette maison que mes chiens et moi, je le reconnais volontiers, ne savons guère les recevoir. À votre santé, monsieur. Je me suis incliné en rendant la politesse. Je commençais à m'apercevoir qu'il serait absurde de bouder à cause de la mauvaise conduite d'une bande de méchants chiens. En outre, je n'avais pas envie de continuer à fournir à cet individu de l'amusement à mes dépens, car c'était le tour que prenait son humeur. Lui, mu probablement par la prudente considération que ce serait folie d'offenser un bon locataire, a atténué un peu le laconisme de son style, d'où les pronoms et les verbes auxiliaires étaient exclus, et a entrepris un sujet qu'il supposait devoir m'intéresser, un discours sur les avantages et les inconvénients de mon lieu de retraite actuel. Je l'ai trouvé très informé des questions que nous avons abordées, et, avant de rentrer chez moi, je me suis enhardi à proposer de renouveler ma visite demain. Il ne désirait évidemment pas voir mon intrusion se répéter. J'irai néanmoins. Je m'étonne de me sentir si sociable en comparaison de lui.